Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Épisode 8 de Processus. Encore un show bien rempli. Après la date limite des transactions, les espoirs, les choix échangés, les stratégies des équipes. Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Notre cher réalisateur Pag, bonjour. Bonjour Mathias. Bon. Bonjour Snake. Nos salutations d'usage, messieurs. On tient à remercier Best Buy, le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio, de la commission athlétique et ainsi qu'au complexe JC Perrault pour tous les meubles. Vous pouvez désormais encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une ou deux glaces au complexe Saint-Roch de l'Achigan. Bien dit. LNH, ça va nous permettre de revenir sur la date limite des transactions. Il y a un échange qui m'a interpellé. Moi, c'est Gunzel en Caroline, et pas nécessairement pour Gunzel en Caroline, mais le fait que les Hurricanes aient envoyé 3 espoirs aux Pingouins, ça n'a pas fait jaser, ça n'a pas ébranlé les colonnes d'aucun temple. Et tu te dis, est-ce qu'il y a quelque chose dans ces joueurs-là? Et deuxièmement, les Hurricanes ont beaucoup d'espoir, pouvaient se permettre d'en envoyer 3. C'est quoi la stratégie des Hurricanes? Je pense que toi, tu suis cette stratégie-là depuis un moment. Oui. Ben, premièrement, ils ont envoyé 3 joueurs et je crois que les 3 ont une chance de jouer dans la Ligue nationale. Je te dis pas que les 3 vont jouer, mais je te dis que les 3 ont une chance. Ponomarev, un ancien des Cataractes de Shawinigan, qui a joué 2 matchs avec les Hurricanes cette année, est probablement, selon moi, celui qui a la meilleure chance de produire. Mais on parle d'un joueur de milieu d'alignement dans le meilleur des cas. Ville Koivunen, choix de 2e ronde, qui a été très bon au championnat junior il y a quelques temps. Lui aussi, je pense qu'il y a une chance de faire les Pingouins, surtout qu'éventuellement, les Pingouins qui sont à la dérive vont être obligés de faire jouer des jeunes. Et Cruz Lucius, le frère de l'autre, qui a été repêché par Winnipeg, c'est ça. Bon marqueur, mais enclin aux blessures. Alors lui, encore, il est encore à l'université, on ne le sait pas. Donc, quand même 3 joueurs, pas si mal, mais on ne parle pas d'espoir de premier plan et ça ne serait pas surprenant, peut-être qu'aucun des 3 ait de l'impact dans la Ligue nationale. Aucun espoir. Toi, t'es recruteur à Pittsburgh, là, t'es pas emballé, là, du tout. Bien, je me dis, pas emballé, c'est que je me dis, si c'est la meilleure offre, correct, et c'était probablement la meilleure offre, mais c'est que c'est des joueurs qui, dans le meilleur des cas, vont atteindre le milieu de l'alignement. Et je dis dans le meilleur des cas. Bon, les Hurricanes, pourquoi ils ont pu se permettre d'envoyer autant de quantité au lieu de qualité? Bien, premièrement, de la qualité, on n'en donne pas. Ils ne donneront pas le défenseur Scott Morrow. Parce qu'il y en a qui vont dire, bien, au lieu de donner 3 gars comme ça, puis un premier choix ou un deuxième choix, je ne sais pas, pourquoi pas simplement dire 1 contre 1, Jake Gensel contre Scott Morrow? Bien, c'est parce que les Hurricanes ne donneront pas leur meilleur espoir. Ou leur deuxième meilleur espoir parce que c'est le Russe Nikishin, le meilleur espoir. Bon. La stratégie des Canes, depuis le repêchage de 2019, dont 5 repêchages, ils ont repêché 50 joueurs. Pour mettre ça en perspective, les équipes, en moyenne, en repêchent 7 par année, donc 35. Donc, ils ont 15 joueurs de plus de repêchés que les autres équipes. Le Canadien n'est pas loin en arrière à 47. Le Canadien a repêché 19 gars dans les 3 premières rondes durant la même période, les Hurricanes 20. Donc, ils en ont. Mais ce qui est particulier dans ce que les Hurricanes ont fait, c'est que les Hurricanes se sont concentrés sur un seul type de joueur, le joueur au talent brut. Peu importe le physique, peu importe les qualités sur 200 pieds, peu importe la provenance, peu importe la position, la seule stratégie qu'on peut remarquer, c'est talent, 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 talent. Et là, on espère que sur les 50 joueurs, il y en a peut-être 4, 5, 6 qui frappent leur marque et qui deviennent des cartes cachées, si on veut. Des cartes cachées. Tu sais, souvent, là, on se demande, tu sais, on parlait de Jamie Benn, ces gars-là. Tu sais, à un moment donné, ça sort de quelque part, ces gars-là. Ça sort de la 5e ronde, ça sort de la 3e ronde. Pourquoi il y a des gens qui ont lancé un dard? Bien, les Canes, j'ai l'impression qu'ils ont lancé des dards sur à peu près tout le monde. Et depuis 2019, ça donne quoi? Bon, alors voici, c'est sûr qu'il est tôt pour voir tout ça, mais il en demeure pas moins que depuis 2019, il y a 2 joueurs seulement qui sont dans l'équipe. Il y a Seth Jarvis qui a été choisi 13e. Donc ça, c'est un joueur qui aurait pu être choisi par n'importe quelle équipe à ce rang-là. Et il y a le gardien de but, Kochikov, qui a joué une 60aine de matchs à date.
Le reste, on a des gars comme Ryan Suzuki, le frère de Nick, qui est toujours dans la Ligue américaine. Il y a Scott Morrow, qui est toujours dans la NCAA, mais qui, d'après moi, devrait bien produire. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs russes qui sont encore là-bas. Bradley Nadeau, cette année, choisi 30e en 2023, qui, lui, a besoin de temps à l'université. Je ne sais pas combien vont sortir de ça. Je ne sais pas s'il va y avoir 5-6 joueurs qui vont sortir de ça. Parce que Ça augure pas si bien que ça. je regarde à vue de nez quand même, le Canadien, puis j'exclus Slavkovski qui a été repêché premier. Là. Ben, les Hurricanes ne sont pas en reconstruction. Mais tu as Caulfield, tu as Goulet, tu as Joshua Roy, tu as Harvey Pinard qui est un joueur un peu plus de 4e trio. Mais tu commences déjà à avoir plus de qualité sortir dans la Ligue nationale à Montréal. Bien, moi, quand j'ai vu la tendance que les Canes prenaient en 2019, puis on a vu qu'en 2020, c'était la même chose, puis là, ils le répétaient. À un moment donné, je me disais, ça va être un projet intéressant à suivre parce que, personnellement, je suis un gars de talent, Ouais. puis après ça, on démêle tout ça. Ouais. Je dois te dire que si cette stratégie-là, à un moment donné, dans quelques années, quand on va l'analyser, si elle s'avère comme ci, comme ça, ben c'est peut-être à revoir cette mentalité-là Ouais. de toujours talent, coûte que coûte, peu importe la taille, peu importe la position, peu importe la provenance, mais Mais là, tu as Morrow Encore qui a là. dû être repêché après 2019 ou après. 2020. 2021, excuse. 2021. Oui, puis c'est t'as- ça, t'as il est trop Nikishin tôt. aussi, là. Il est trop tôt. Nikishin, lui, il a été repêché en 2020, mais il niaise dans la KHL. Là. Il reste là. Il va rester là combien de temps? En ce moment, il bat les records de la KHL pour les défenseurs de son âge. C'est du jamais vu dans la KHL. Mais la KHL a quand même baissé de calibre depuis une couple d'années. Depuis la guerre en Russie, il y a moins de joueurs qui vont là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que Donc, Nikishin, ça demeure quand même... Michkov, je suis un peu moins. Tu sais, sûr. alors, Nikishin a choisi 69e. Est-ce qu'il va devenir... je te reviens là-dessus, toi. Je l'ai J'attendais, entendu. j'ai dit, Je l'ai qu'est-ce entendu. qui se passe? Nikishin, qui a été choisi 69e, ça pourrait très bien être la carte cachée du repêchage, comme ça peut être une autre balloune qui éclate. Ouais. Bon, pour ce qui est de Michkov, c'est pas la question de la force de la Ligue. Michkov, regarde le jouer, là. Regarde le jouer, puis il lâche les ragots puis les candirotons. Il va arriver à Philadelphie, il va faire entre 40 et 50 buts. Bon. OK? Alors, tu Puis, sortiras le puis- tape. puis bien que j'aime Reinbacker, Ouais. je répète que Michkov aurait dû être le choix du Canadien. Et c'est pas Scott Wheeler qui l'a mis au premier sur Wheeler ou l'autre? Oui, Je c'est mélange, Scott là. Wheeler, oui. Vous passez Oui. pareil de toute façon. Non, les deux, fait que Scott ça- Wheeler, moi, on pense rarement pareil. Alors, honnêtement, je ne sais pas si c'est bon signe ou pas qu'il l'ait mis premier. Mais moi, je suis Team Michkov. Les gars, j'ai une question philosophique pour vous. Philosophique, non. Ouais, un petit peu. C'est non. OK. Ah oui, OK. toujours. Tu t'évoques Harvey Pinard, roi. On Ouais. pourrait mettre Harris dans le même panier. Ouais. On dirait que quelqu'un pourrait réfléchir et se demander, est-ce qu'ils sont là par défaut, étant donné qu'on n'a pas d'autres joueurs pour qui jouent là, ou ils vont devenir éventuellement bons et ils sont bons assez pour jouer dans la Ligue nationale? Moi, je vais te répondre que tu n'as jamais de gars par défaut non plus dans la Ligue nationale, même si des fois, tu as des formations faibles. Mais si on voit que le joueur n'est pas prêt, on va faire des acquisitions de vétérans en bout de ligne ou n'importe quoi pour remplir ta formation. Si Harris n'avait pas prouvé qu'il pouvait jouer dans la Ligue nationale, on aurait trouvé un autre défenseur. Même chose pour Roy et Hervé Pinard. Je pense que, pour ajouter à ton commentaire, qui est très juste, je pense que la différence, pour répondre à ta question, c'est la chaise qu'ils occupent. Alors oui, le gars a d'affaires dans la Ligue nationale, mais est-ce que la chaise qu'il occupe dans une équipe plus faible va peut-être être plus élevée que dans une équipe plus forte? Donc, un gars, des fois, qui se retrouverait sur un premier trio à San Jose, on parlait des clowns, Ouais. ben peut-être serait sur un deuxième ou même un troisième ailleurs. Exact. Alors, c'est plutôt ça. Alors, c'est ce qui fait que, tu sais, on parlait de Suzuki Caulfield. Est-ce que ce sont vraiment des joueurs de premier trio ou ils sont les premiers trios parce que c'est comme une équipe moins forte au baseball. Ça prend quelqu'un pour frapper quatrième puis aller chercher 90 points produits. Mais 80 points dans une saison pour Suzuki, j'appelle ça quand même un centre Oui, de mais premier trio. regarde mon analogie avec le baseball. Tu sais, à un moment donné, quand tu as tout le temps de jeu de puissance, quand tu es sur la première ligne, à un moment donné, quelqu'un doit produire. Ouais, mais David Dernay n'a jamais fait 80 points. Puis, Je comprends. puis là, C'est juste une réflexion que je fais, Mathias. Ouais.
C'est juste une réflexion. Je sais que toi, Suzuki... Tu as le droit de te tromper. Je hein. sais que Suzuki, premier centre, ça t'obsède depuis quelques années. Pas que ça m'obsède. Mais moi, pour moi, c'est pas encore prouvé, pour moi, que Nick Suzuki va être un de tes 3 meilleurs attaquants quand tu gagnes la Coupe Stanley. OK. Je parle pas... Je te dis pas que c'est un McDavid puis un McKinnon, ça le sera jamais. Pour moi, Mais c'est un bon centre Suzuki, numéro dans une grosse équipe, c'est ton 4e meilleur attaquant, OK, selon je moi. pensais que tu allais dire un centre de 4e trier. Non. Il Pour moi, retombe c'est dans ton ses 4e meilleur ses attaquant. vieilles habitudes. Non, Bon. 4e meilleur attaquant. Bon. Bon, Là, j'ai dit. Vegas. Oui. Puis je suis content parce qu'on en a parlé dans notre préparation. Puis je suis content que tu n'aies pas fait syncope parce que... Puis, tu sais, j'aime ta philosophie de reconstruction et j'y adhère également dans plusieurs cas. Vegas, c'était de la bébite qui est exceptionnelle dans la Ligue nationale, qui défait toutes les théories possibles, puis qui va à l'encontre de ça. Puis encore, à date limite des échanges, qui ont donné 2 choix de première, 2 choix de deuxième, un espoir repêché au premier tour. Veux-tu bien me dire, la stratégie de Vegas, là, es-tu surpris, puis ça va-tu continuer à fonctionner? Je pense que ce qui est arrivé dans le cas de Vegas, c'est qu'à la base, lorsque le repêchage d'expansion était une variable inconnue, Ouais. ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'expansion dans la Ligue nationale et c'était la première fois qu'on avait des règlements aussi souples pour la nouvelle équipe. Ouais. Bon. Je pense qu'à la base, ils voulaient bâtir comme à partir de zéro. Ouais. La preuve, on était allé chercher des choix, on était allé chercher on avait repêché Nick Suzuki, on avait repêché Cody Glass, Eric Brandstrom, et là, on bâtissait ça brique par brique. La première année, ils se rendent en finale avec toute cette gang de joueurs qui venaient d'un peu partout. Et pas des joueurs de premier... Des Non. joueurs rejetés, les William Ouais. Carson et compagnie. Puis Mais c'était des rejets quand même, soit des erreurs des autres équipes, Ouais, comme ou Marchessault, le évidemment. fait que tu pouvais protéger moins de joueurs. Ouais. Alors, alors là, tu dis, là, on est déjà rendu en finale. Est-ce qu'on est un feu de paille ou est-ce qu'on continue et là, on ne peut plus reculer? Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Ils ne reculent plus. Alors, plutôt que de faire 2 pas en arrière et de dire, ben là, il serait peut-être temps de reconstituer notre banque de jeunes, on prend 2 pas en arrière. Non, on fait des carrés d'os, on gagne la Coupe Stanley. Alors là, on ne peut plus arrêter. Et là, on se dit, ben écoute, on donne un 30e choix pour aller chercher des gars comme Noah Hanifin et Hertel. Alors, là... On dirait qu'ils ont une caméra cachée dans les bureaux des autres équipes et qu'ils exploitent les faiblesses de chaque équipe. Depuis le début. Parce que depuis le début, tu regardes les Eichel, tu regardes les... Il n'y a pas grand monde qui a eu le... Écoute, à part... Je vais dire quelque chose qui peut paraître gros, j'ai réfléchi, je le dis en même temps que je réfléchis. À part Suzuki, est-ce qu'il y a une équipe qui a eu le meilleur sur Vegas? Tatar. Les Red Wings ont eu un choix de première, deuxième. Ouais. Mais tu sais, c'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé souvent. Puis, je dois te dire, moi, si tu m'avais nommé directeur gérant des Golden Knights en 2017, j'aurais fait exactement ce qu'ils ont fait au début. J'aurais maximisé les jeunes, les actifs, les choix. Mais si tu m'avais nommé gérant des Golden Knights peut-être 3 ans plus tard, en 2020, j'aurais fait exactement ce qu'ils font en ce moment. Ouais. Alors, oui, j'aime les reconstructions, mais à un moment donné, il faut que... c'est du cas par cas aussi. Là. Puis Vegas, il ne faut pas l'oublier, sont quand même arrivés dans une situation exceptionnelle qui ne s'est jamais vue. Est-ce qu'on va la revoir s'il y a d'autres expansions? Mais même là, Seattle n'a pas été capable de copier ce modèle-là. On a signé toutes sortes de joueurs à long terme qui sont bien ordinaires. On ne sait pas trop l'identité de cette équipe-là. Est-ce qu'ils veulent des jeunes? Ron Francis dormait au gaz au repêchage d'expansion. Est-ce que c'est parce que personne ne voulait rien lui échanger? Ou est-ce que c'est parce qu'il était bien content de se faire donner les 30 joueurs qu'il s'est fait donner? Puisqu'on est à quelques jours après la date limite des transactions, Simon, je suis curieux de connaître ton point de vue sur la stratégie de Vegas avec les acquisitions à la journée et dans les jours précédant la date limite. Bien, la stratégie, premièrement, est basée sur le fait que Mark Stone est sur la liste des blessés à long terme et il va probablement réapparaître comme par magie en série. On verra. Mais, alors, ça leur a donné une marge de manœuvre sur le plafond salarial. Mais pour ce qui est des joueurs acquis, moi, je considère que peu importe qui re-signe Noah Hanifin ou non, ils ont vraiment, vraiment pacté l'équipe dans le but de regagner la Coupe. Et moi, j'aime le type de joueurs qu'ils sont allés chercher parce que ça convient exactement
à ce dont ils ont besoin. Ils vont être très, très forts au centre et ça va leur permettre probablement de faire jouer certains centres à l'aile. Ils n'auront pas le choix parce que tout le monde ne peut pas être top 6. Donc, écoute, c'est vraiment... Puis là, ben, tu dis... Je te dirais que le seul bémol que je mettrais, c'est que dans les choix qu'ils ont donnés, il y a le 2025 et le 2026. Ils ne sont pas protégés, ces choix-là. Tu sais, ça peut arriver, une mauvaise saison. La preuve, c'est que, pas l'an dernier, mais l'année d'avant, ils ont manqué les séries et ça leur a coûté le 16e choix avec les Sabres de Buffalo. Mais Hertel, c'est pas l'acquisition de trop compte tenu de son salaire pour 6 ans à 6,7. Est-ce que ça va les placer devant des choix douloureux dans les prochaines années? Bien, je pense pas que les choix deviennent si douloureux que ça, parce qu'à un moment donné, il y a des contrats qui expirent, il y a des joueurs qui se blessent et qui s'en vont se les blesser à long terme. Tu peux faire des échanges. Moi, je pense qu'ils prennent ça année par année. Et puis, bon, Hertel, il lui reste encore des bonnes années. On s'entend, ce n'est pas un premier centre. Il est un premier centre à San Jose, mais c'est pas un premier centre. Mais c'est quand même de la profondeur. C'est un joueur qui peut te donner un 55-60 points sur un deuxième trio. Depuis 5-6 ans. C'est ça. Mais là, sur un deuxième trio, peut-être un peu moins. Donc, non, moi ça ne m'inquiète pas parce que, premièrement, le plafond salarial, là, finalement, on présume, va monter. Ouais. Et en même temps, j'ai analysé au fil des dernières années, lorsque les équipes donnent des très mauvais contrats, oui, il y a des équipes, ça leur a explosé en pleine face, puis ils vivent encore avec ces mauvais contrats-là. Mais il y a quand même des équipes qui s'en sont sorties, soit en échangeant le joueur, soit en le mettant sur la liste des blessés, ou soit que le joueur, finalement, dans certains cas, a bien joué durant ce qui avait l'air d'être un mauvais contrat. Okay. Donc, alors, je ne suis pas inquiet pour eux autres. Tu vois, dans 2 ans, l'année prochaine, dans 2 ans, ça va être toute nouvelle histoire, Vegas. J'ose pas te demander qui sont les gagnants ou si Vegas est gagnant, parce que c'est un truc qui me trotte depuis hier. Puis je trouve ça fascinant à chaque date limite des transactions. Avant chaque date limite, on se dit c'est un marché de vendeurs. Ouais. Les équipes surpayent toujours. Arrive la date limite. Qui sont les gagnants? Toujours les acheteurs. Ouais. Et après les séries, on se dit, finalement, c'était pas si... Ça vous fascine pas, les gars, de ce réflexe-là qu'on a de toujours lancer des fleurs aux acheteurs et très rarement aux vendeurs? C'est parce que les acheteurs vont chercher des noms. Les vendeurs, ils vont chercher des choix, donc c'est des billes, et ils vont chercher des joueurs, pour la plupart, relativement méconnus. Ouais. Donc, ça flash beaucoup plus Hertel à Vegas que Edstrom ait un premier choix à San Jose. Mais même les médias tombent dans le panneau. Oui. Puis, oublie pas, là, regarde dans la conférence de l'Ouest, là. Il va y avoir une très grosse équipe qui va partir en première ronde. Alors là, est-ce que cette équipe-là, elle va avoir fait des mauvais gestes? Ça vous fâche-tu, vous autres, justement, le classement des séries, comment ça se passe en ce moment? Étant donné que, justement, comme tu dis, il y a une grosse équipe qui va partir beaucoup trop tôt. Fâché est un grand mot, mais je trouve ça injuste. Comme les Maple Leafs de Toronto, je sais qu'on les aime pas, mais c'est injuste. À chaque année, d'être confronté à une équipe du top 5 ou 7, puis là, après, tu te dis, perdre tout le temps au premier tour. Ouais, mais moi, j'aimais, puis je sais qu'on l'a fait pour des... par mesure d'économie et de voyagement, mais la formule 1 à 16, je trouvais que c'était quand même plus équitable pour les... OK, là, tu remontes très loin. Ouais, on remonte à 1982, je crois. C'est parce que 83. Si tu finis quatrième au total. Là, je sais. Va affronter une équipe de... 1 à 16, moi, je trouve que ça serait le fun. Et on aurait des confrontations nouvelles. Ouais. Et pas tout le temps. Toronto t'aime pas. Tu comprends? Écoute, Edmonton risque de rencontrer Los Angeles pour une 3e fois de suite. Ben oui. Puis Los Angeles a perdu les deux premières années. Tu sais. Puis tu sais, il ne faut pas oublier qu'à l'époque de 21 équipes, il y avait 16 équipes qui faisaient des séries. Là, il y en a 32, c'est 16 qui en font. Donc, tu sais, souvent, on fait des prédictions, puis on pense que l'équipe 1 contre l'équipe 8, que ça va être un total mismatch. Là, et non, ça ne l'est plus. Ouais. Ça l'était du temps de 1 contre 16 quand il y avait 21 équipes, parce que tu avais une équipe 16e qui avait nettement joué en bas de 500 et qui jouait contre la première équipe. Là, la 8e équipe, souvent, est juste quelques points en arrière. Oui, mais en plus, tu n'avais pas de plafond salarial. Ouais. Fait que l'écart entre les riches et les... Fait que l'écart était encore plus grand entre 1 et 16. Ouais. Là, c'est rapproché parce que les équipes de tête doivent larguer. Puis la nature du jeu fait en sorte que
on n'est pas au basketball. Au basketball, en première ronde, très rares sont les surprises parce que c'est un sport d'exécution où c'est toujours à peu près les 5 mêmes joueurs sur le terrain. Les grosses vedettes ont tout le temps le ballon. Mais au hockey, c'est un sport chaotique. Ouais. Alors, bien malin, celui qui peut arriver et qui peut dire, regarde, l'an passé, Floride a battu Boston. Mais Floride n'était pas mauvais, ils sont rendus en finale. C'est ça, est-ce que tu dis c'est une surprise, mais est-ce qu'ils ont une équipe... C'est quoi une surprise? Est-ce qu'ils étaient si faibles que ça? Non. Tu sais, regarde, là, à un moment donné, une équipe a 102 points, l'autre a 97. L'équipe de 97 gagne. Ah, c'est une surprise. Oui, mais il y a une autre chose qu'on n'a pas considérée. C'est que durant une saison, là, les fameux points, là, tu sais, dans les séries, ça saute, ça. Il n'y a plus de gens qui jouent 2 matchs en 2 soirs. Tu sais, il n'y a plus de gens que tu vas rencontrer. Il n'y a plus d'équipes que tu vas rencontrer dans un voyage de 6 matchs. Tu sais, là, il y a la plus grande méthode d'égalisation en série, c'est que tout le monde a... Les 2 équipes qui s'affrontent ont le même calendrier. Donc, c'est des équipes à talent égal. Mais tu comprends? Tu sais, regarde, Oh oui. regarde, il y a un match où... puis je prends un exemple comme ça à brûle-pourpoint. Une couple de semaines, le Canadien joue contre New Jersey et à Pittsburgh le lendemain. Ils voyagent, ils arrivent tard, ils perdent le lendemain, il n'y avait plus de jus. Bon. Est-ce que ça veut nécessairement dire que Pittsburgh est une meilleure équipe que le Canadien? Pas nécessairement. Tandis que si tu les mets dans une série, bien, il y a 2 matchs à Pittsburgh, ils voyagent, il y a 2 matchs à Montréal et tout et tout. Et je pense que cette égalisation-là dans les séries a fait en sorte que l'écart entre Floride et Boston était peut-être pas si grand que ça. Pour revenir à la date limite des échanges, selon toi, qui était le meilleur espoir échangé? Oh là là, moi je pense qu'il n'y a aucun espoir de premier plan qui a été échangé. Je dirais que le meilleur, c'est Edstrom que Vegas a donné à San Jose et on parle ici d'un centre défensif de 3e trio. Bon. S'il y avait une... Carte cachée. Ouais. S'il y avait une carte cachée, je te dirais peut-être Ponomarev. C'est probablement le plus talentueux À offensivement. Pittsburgh. Oui, c'est peut-être. Mais éventuellement, les Pingouins vont devoir faire jouer les jeunes. S'il y a une carte cachée, je dirais Ponomarev. Il y a eu 2 matchs où il a bien joué en Caroline cette année. C'est un très petit échantillon. Mais c'est un gars qui il a du chien, il est dynamique, il est créatif. En tout cas, je ne mettrai pas ma chemise là-dessus. Mais s'il faut en nommer un, je vais te nommer Ponomarev. Et le grand défenseur russe là, de 26 ans qui a été envoyé par Vegas, ça te dit rien, ça? Non. Qui domine dans la Ligue américaine? Non, pas pour moi. Non. Non. Bon. Parlez Trop- pas de Jake trop Allen, vieux. les boys? Ouais. C'est que... Un choix de 3. C'est un choix de 3, c'est ça. Nous, évidemment, que notre saveur, notre essence, c'est les espoirs, c'est les savoureux choix au repêchage. On peut y revenir en disant que, pour moi, c'est inespéré que le Canadien ait pas eu à payer un choix pour ça départir de Jake Allen. Et ça te montre comment la date limite des transactions, souvent, tu as des clubs qui sont un peu en mode panique. Parce que c'est pas un truc qui a été travaillé par les Devils sur des mois, là. Il n'y a pas eu d'offre pour Jake Allen de personne avant quelques jours de cette date limite-là. Fait que là, les Devils ont travaillé sur Markstrom, ont peut-être travaillé sur un autre. Ça échoue au dernier moment. L'autre est en tabarnouche. Il se revire. Tiens, m'a aller chercher Allen. Donne un choix de 3. Le Canadien retient la moitié du salaire, mais quand même, il règle un énorme problème. Va chercher un choix de 3. Peut-être un choix de 2. Je pense pas qu'Allen joue 40 matchs l'an prochain, mais sait-on jamais s'ils n'ont pas de gardien. Et les Devils m'ont fait mal paraître parce que la semaine passée, dans le podcast précédent, j'avais dit que Jake Allen valait rien. Ben, moi aussi. Non, mais pas mal tout le monde. Ouais. Écoute, c'était surprenant. Même je suis certain que le Canadien est surpris. Parce qu'à un moment donné, tu as un semblant d'offre, tu as un appel. Là, c'était le désert total. Ouais. Puis Allen n'a pas de bonne saison depuis 2 ans. Là. Fait que c'est une surprise totale. Puis avez-vous un exemple qui vous saute à l'esprit d'un 3e choix qui aurait bien percé récemment? Ben, on va voir pour Adam Engstrom. Ouais. Ouais. Et il y a plus longtemps, il y a un certain Niklas Lidstrom aussi qui a... Ah oui, des choix de 3e tour. Oui, il y en a. Il y a Braden Point. Mais là, Ouais. c'est la pépite. Là. Faut que C'est la pépite. faut que tu cherches dans un... Parce qu'oublie pas que quand on a fait l'échange de Pacioretty, Suzuki, il me semble qu'il y avait un choix de 3e ronde là-dedans qui était impliqué, qui était devenu Mathias Norlinder. un choix de 2 qui a été échangé pour un choix de 3 et de 5 qui a donné Norlinder et Norlinder. Jacob Et Leguerrier. à ce moment-là, il y en a beaucoup qui croyaient que c'était la pépite. Ouais. Wow. Donc, l'expression trouver une aiguille dans une botte de foin prend tout son sens. Voilà.
On passe au bloc 2, les espoirs du Canadien. Ben, les espoirs du Canadien, de l'organisation, du Rocket de Laval, parce que ça nous amène à parler d'un échange mineur pour l'instant qui est effectué par Kent Hughes. Jacob Perreault qui s'amène à Montréal en retour d'un espoir qui n'était pas considéré au sommet de la hiérarchie, Yann Michak. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Jacob Perreault? Est-ce que ça fait longtemps que tu dois le suivre depuis un bon moment? Est-ce que c'est un potentiel LNH? Qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Bon, Jacob Perreault, c'est un gars qui a eu une très bonne saison à 17 ans dans la Ligue junior d'Ontario. Et puis, c'est toujours intéressant de voir un gars qui marque autant de buts. Je sais pas, il était pas loin de 40 buts. Et là, ça, c'était la saison qui a été interrompue à cause de la COVID. Alors, il a été repêché en fin de première ronde. À ce moment-là, par Anaheim, à ce moment-là, moi, je me posais des questions sur son intensité, son coup de patin, sa capacité de fabriquer des jeux, vitesse d'exécution et tout. Puis, il y a encore la majorité de ces questions-là que je me pose, sauf que son coup de patin n'est pas si mauvais que ça. Je dirais que c'est vraiment pas un problème chez lui. Mais je le regarde aller, puis c'est un gars qui a eu la chance de jouer dans la Ligue américaine à 18 ans. Justement, à cause de la fameuse COVID, on avait permis aux joueurs juniors d'y jouer parce que la Ligue de l'Ontario ne jouait pas. La COVID. Et ensuite, 4 ans aujourd'hui. Puis là, ensuite, à 19 ans, on l'a laissé là, Claude Grand-Père. Et on l'a à 20 ans l'an dernier, là, 21 ans, et là, il ne s'améliore pas. Tu sais, pour jouer dans la Ligue nationale, quand tu es rendu un ailier de son âge, il faut que tu sois dominant dans la Ligue américaine. Il faut que tu sautes sur la glace et puis que tu produises puis que les gens disent « wow » quand ils te voient. Jacob Perreault, c'est un joueur comme un autre. Alors pour moi là, histoire courte, là, c'est un joueur du Rocket de Laval. Aimes-tu mieux Michak ou Perreault? Si on fait abstraction du nom francophone, tu as regardé qui, toi? Si on fait abstraction du fait qu'on veut peut-être avoir des joueurs francophones de la Rocket, je pense que j'aurais gardé Michak. Ah oui? Mais, considérant que, bon, on veut offrir un produit le plus local possible, c'est bien correct comme échange. Fait que c'est deux joueurs à talent un peu égal. ça va être le running gag, ça. Ouais. On a souvent cette pensée magique-là aussi. Choix de premier tour, même si c'est fin de premier tour, on se dit tout le temps « il a été repêché au premier tour ». Un francophone, pourquoi ça ne marcherait pas? Mais on l'a fait souvent. Ça marche rarement quand même. Alors, sait-on jamais. Mais on ne voit pas ça souvent, un joueur qui plafonne dans la Ligue américaine arriver. Puis... je pense que Perreault, s'il n'avait pas eu sa grosse saison à 17 ans, il aurait probablement été un choix de deuxième. Ouais. Plus loin, là. Au lieu de fin première, il aurait peut-être été choisi à 45, 50, 60, je ne sais pas. Mais il a vraiment eu la bonne saison au bon moment. Et là, il a donné espoir aux gens qui étaient peut-être sceptiques que peut-être. Puis à Anaheim, à San Diego, il y a beaucoup de jeunes espoirs dans la filiale des Ducks, mais il n'a jamais réussi vraiment à prendre sa place. Bon. Dans un échange, écoute, puisque ça touche encore Laval et le Canadien, un échange encore plus mineur. Nathan Légaré qui s'est amené dans l'organisation du Canadien dans l'échange de Jeff Petrie, qui est échangé à nouveau, cette fois aux Devils du New Jersey cette semaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire de... Arnaud Durando. Oui, exactement. Bon, alors là, le facteur francophone ne rentre pas en ligne de compte parce qu'on a 2 joueurs québécois. Ouais. Je pense que l'idée là-dedans, c'est que Durando a plus de talent offensif. Tu le connais depuis longtemps. Joueur midget 3 avec les Lions du Lac-Saint-Louis. Il était une des vedettes de l'équipe dans le temps. Il a fait son chemin. Il a été repêché par les Islanders. Il a avancé, il avait joué pour les Moussets d'Halifax. Et à Bridgeport, il a quand même eu une bonne saison l'an dernier. Et là, il s'est retrouvé dans l'organisation des Devils. Je trouve, moi, qu'il y a un meilleur... C'est un joueur qui peut contribuer offensivement davantage que Légaré. Et ça, le Rocket a besoin de ça. Et alors, dans ce sens-là, je considère que c'est un bon échange pour le Rocket. Et Durando, à la rigueur, quand il y a des blessés, pourrait faire l'objet d'un rappel et pourrait dépanner en cas de blessure. Il a joué d'ailleurs quelques matchs l'an dernier avec les Islanders. Bon. David Reinbacher est attendu à Montréal. On a vraiment hâte de le voir. Là, évidemment que ça dépend des résultats en série en Suisse. On va être fixé cette semaine sur est-ce qu'on attend un autre 10 jours ou pas. J'ai confié une mission à notre ami Simon. On le sait qu'il y a quand même une bonne saison malgré les difficultés de son équipe.
Et là, j'ai dit, Simon, pour le bénéfice de nos auditeurs, regarde les 3 derniers matchs de Reinbacher en Suisse et fais-nous un rapport. Oui, bien, Reinbacher, si je ne me trompe pas, sa saison est terminée, ou presque. Bien, ça dépend de Ouais. s'ils ont des matchs de relégation, comme je disais. C'est ça, qui on l'a, dépend ça a de- été expliqué Mais il faut dernièrement. qu'il y ait un des clubs qui gagne, non seulement qui gagne sa fin de série en demi-finale, mais également la finale. Bon. Alors, on verra ce qui va arriver. On lui souhaite d'arriver à Laval le plus vite possible. D'ailleurs, personnellement, moi, je ne sais pas là, c'était quoi l'entente avec Reinbacher, mais ça aurait été préférable pour son développement qu'il soit à Laval cette année. La Ligue de Suisse, c'est pas le hockey de la Ligue nationale. C'est une grande patinoire. Il n'y a pas de contact. On le répète ad nauseam, mais c'est ça. Son club était très faible. Alors, Reinbacher, lui, il a des qualités, il a des belles qualités de passeur. Il peut faire des très longues passes, très précises. Mais tu sais, encore là, il faut qu'il y ait quelqu'un pour aller les chercher, ces passes-là, pour faire quelque chose avec la rondelle après. Puis dans son équipe, il n'y a pas ça. Alors ça, cette qualité-là, d'après moi, va être mise en valeur davantage chez les professionnels. Du côté coup de patin, en ligne droite, moi j'aime, tu sais, c'est un gars qui est imposant physiquement, puis en ligne droite, c'est un gars qui fonce sur toi, puis il y a vraiment, là, il y a vraiment quelque chose. Là. Quand il rentre à la ligne bleue, en zone adverse, à la ligne bleue, c'est quasiment comme un tank là, qui s'en venait vers toi. Cependant, côté patin, moi, je trouve qu'il doit améliorer sa mobilité latérale. Bon, on ne lui demande pas d'être Quinn Hughes, là, mais ça serait le fun des fois qu'il soit capable peut-être d'être un petit peu plus mobile lorsqu'il sort la rondelle de la zone, qu'un joueur adverse s'approche de lui. Puis on voit que son partenaire de jeu dans les derniers matchs, c'est pas mal tout lui qui faisait la mobilité latérale, puis Reinbacher restait en arrière. OK. Bon. Tu Mais- l'as vu en début de saison, tu l'as vu l'an dernier. Là, Oui. tu viens de le voir les 3 derniers matchs. As-tu des observations particulières par rapport à sa progression? Bien, je vois à peu près le même joueur que l'an dernier. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, dans le sens qu'il n'a pas régressé. Est-ce qu'il a nécessairement fait des pas de géant? Non. Mais encore là, c'est dû au fait qu'il a stagné dans un niveau et au sein d'une équipe vraiment so-so. Puis ça ne te préoccupe pas? Non, parce que c'est vraiment à Laval que ça va jouer, selon moi. S'il était resté là 2-3 ans, là, je t'aurais dit, oh là là. Mais là, le gars s'en vient à Laval. Peut-être pour la fin de l'année, certainement l'an prochain. Alors, c'est là vraiment qu'on va voir de quel bois il chauffe. Il va avoir 20 ans à l'automne. Alors, il va avoir l'âge des joueurs juniors qui ont gradué, comme il va avoir l'âge que Logan Mailloux avait cette année. Fait que tu l'as pas trouvé meilleur, tu n'as pas trouvé qu'il y avait plus d'impact en fin de saison qu'il pouvait en avoir l'an dernier à 17 ans? Non. Mais comme je t'ai dit, je pense que c'est le produit d'une équipe faible. Puis, est-ce que c'est une technicalité, là? Est-ce que le Rocket a dû l'inscrire à sa fiche d'équipe disponible? Non, ils n'ont pas besoin de faire ça parce qu'il n'est pas dans la Ligue nationale, il est sous contrat, mais est en Europe. Fait que ce que tu peux faire dans ce cas-là, je crois, c'est lui offrir un contrat de soit d'essai ou Un contrat amateur. contrat amateur. Un contrat amateur pour les séries. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de saison de contrat de brûlé. Mais de toute façon, il a 19 ans. Alors, il ne brûlerait pas son contrat anyway. Fait que il n'y a pas de trouble là-dessus. Tu pourrais le faire avec Lane Hudson, sauf que lui n'est pas encore sous contrat et c'est un brûler une année Ouais. de contrat, excusez-moi l'expression en anglais, c'est un incitatif pour signer. Alors, mais ils l'ont fait avec Struble, puis Ouais. ils l'ont pas fait avec Farrell. Ça dépend de ton pouvoir de négociation aussi. Exact. Et j'en arrivais à Farrell d'ailleurs, puis c'est un cas quand même pour moi qui est complexe parce que je l'avais très haut dans mon évaluation d'espoir. Je le voyais dominer dans NCAA. Il a été invité au championnat du monde, les Olympiques. Je ne m'attendais pas à ce que la marche soit aussi haute pour lui. Et je vois que ce qu'on a vu à Montréal, c'est un joueur de périphérie, il n'y avait pas un gros impact. Et j'ai donné une autre mission à Simon, qui n'a jamais peur des défis. Et j'ai dit, regardons les 2 derniers matchs de Farrell. Analyse, là, comme avec ton œil de lynx, Sean Farrell dans les 2 derniers matchs du Rocket de Laval. Mais Sean Farrell, je crois qu'à l'âge qu'il est rendu, il est ce qu'il est. Et il est ce qu'il va être. C'est-à-dire un petit joueur, mais qui n'a pas la rapidité et la créativité puis les mains nécessaires pour faire en sorte que le fait qu'il soit petit est moins ou n'est pas un handicap.
Alors là, tu vois un gars comme lui, il va rentrer en zone adverse. Il a quand même une belle feinte, mettons. Il a quand même des pas pires mains, mais il n'est pas assez fort et il n'est pas assez bon pour contourner le joueur avec rapidité. Si tu ne peux pas faire ça dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, comment vas-tu pouvoir le faire dans la Ligue nationale? En fait, qu'il ne le fait pas. Alors, d'après moi, c'est un gars à qui ce qu'on appelle le groupe d'aptitudes, si on peut dire, là, qui possède l'ensemble de ses aptitudes, ne compense pas son physique plutôt chétif là, pour la Ligue nationale de hockey. C'est quoi la différence, disons, entre Joshua Roy et Sean Farrell? Roy est 6 pieds, mais c'est quand même pas non plus un... Il est plus un fort géant. physiquement. On voit que Joshua Roy, dans la Ligue nationale, gagne des batailles pour la Oui. rondelle. Sean Farrell n'y va même pas. Non, Et c'est lorsqu'il doit y aller, parce que c'est quand même pas un joueur paresseux, c'est pas un joueur paresseux, Oui. Sean Farrell, lorsqu'il doit y aller, il n'est pas là, il n'a pas la force. Fait Et il a 22 ans, Oui. il est 2 ans plus vieux que moi. Fait que pour toi, c'est la grande différence, c'est ça, là, la force physique. C'est la grande différence, c'est la force physique. Alors, allons-y avec une première question de Philippe Rainville. En tant que fan des Sharks, on a un fan des Sharks au Québec. Quelle est votre opinion sur leur banque d'espoir? Simon? Ben, Philippe, je pense que je vais te faire plaisir en Et disant... Philippe te fait plaisir aussi, là. Oui, parce que j'ai toujours suivi les Sharks de près. J'aimais beaucoup la façon dont Doug Wilson menait l'équipe à venir jusqu'aux dernières années. Ouais. Et puis, leur équipe de recruteurs a souvent trouvé des perles là, dans les rondes ultérieures. Par exemple, Joe Pavelski, évidemment, là, en 2003. Alors, je vais te faire plaisir, Philippe, parce que moi, j'aime la banque d'espoir des Sharks. Mon coup de cœur du repêchage de 2023, Quentin Musty, ce sont eux qui l'ont repêché l'an dernier au 26e rang. Avec le choix des Devils dans l'échange de Timo Meier. Et voilà, avec le défenseur Shakir Mukhamadoulin, qui a majoritairement joué avec le Barracuda de San Jose cette année dans la Ligue américaine, qui a eu quelques matchs à San Jose. Mukhamadoulin a déjà 22 ans, mais pour un défenseur qui est arrivé il n'y a pas si longtemps de la Russie, je pense qu'il se débrouille bien. Je ne vois pas nécessairement lui le futur défenseur numéro 1 des Sharks. En fait, le futur défenseur numéro 1 des Sharks, je ne le vois pas en ce moment dans l'organisation. Peut-être qu'ils vont le repêcher cette année. Mais Mukhamadoulin pourrait être un solide joueur top 4. Ensuite, leur meilleur espoir, c'est Will Smith, le joueur de centre de Boston College, qui a été repêché au 4e rang l'an dernier et qui a continué cette année à faire belle figure avec ses compagnons de trio du programme américain, Gabriel Perreault et Ryan Leonard. Ils sont tous les trois ensemble à Boston College. Des stats comparables presque à celles de Logan Cooley l'an dernier dans la NCAA. Là. En effet. D'après moi, Smith va signer à la fin de l'année et devrait jouer avec les Sharks l'an prochain. Il va avoir de la place en masse pour lui au centre. Parlant de joueurs de centre, les Sharks sont 2 espoirs repêchés en première ronde au centre. Un qu'ils ont repêché eux-mêmes, Philippe Bystead, il y a 2 ans, et celui qu'ils ont obtenu en échange de Thomas Hertel de Vegas, David Edstrom. Ce qui arrive en ce moment, c'est que ça, c'est 2 joueurs, je te dirais, relativement identiques. 2 joueurs qui ont le profil de jouer éventuellement sur un 3e trio, responsables défensivement, une petite touche offensive, mais pas plus que ça. Donc, je ne sais pas si les Sharks vont en faire leur centre 3 et 4 éventuellement, ou si carrément, il y en a un des 2 qui va devenir le centre numéro 3, puis l'autre va être échangé ou va être transféré à l'aile. Alors ça, ce sont les principaux espoirs des Sharks. Pour le reste, il y a toujours Thomas Bordelot, qu'on a vu quand même à San Jose. Quand même de William Eklund? William Eklund, il est déjà à San Jose. Là. On peut dire que c'est un il est régulier jeune qui est encore, implanté. là, Ouais, c'est peut-être le seul jeune joueur des Sharks en ce moment qui fait partie de ce qu'on peut appeler leur futur possible noyau. Ouais. Eklund, je le vois comme un joueur de 2e trio, le jour où les Sharks auront une meilleure équipe. Et puis, il y a Thomas Bordelot qui fait la navette un peu entre San Jose et le Barracuda. Je ne sais pas si Bordelot, un jour, va s'installer dans les 2 pieds bien ancrés dans la Ligue nationale, mais ça pourrait faire un joueur peut-être de 3e ou 4e trio éventuellement. Le reste des joueurs, il y a Cam Lund qui joue à l'université, un choix de 2e ronde.
Belle saison, mais la route est très, très longue pour ce genre de joueurs-là. Il va falloir qu'ils signent leur contrat, qu'ils s'en viennent dans la Ligue américaine. Et là, on ne parle pas de joueurs qui auront un impact avant certainement 3-4 ans s'ils ont un impact. Mais il y a quand même une belle profondeur et il y a, d'après moi, deux vraiment là, des blue chips, Will Smith et Quentin Musty. Quentin Musty, d'après moi, va être une vedette dans la Ligue nationale. Bon. Ça manque de défenseurs. Oui. Et aux détracteurs de Musty qui disent qu'il est un peu flambeau à l'occasion, défensivement, c'est moyen, qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que c'est quand même un drapeau rouge que tu observes ou que tu ne veux pas voir ou que tu ne vois pas? Oh, c'est pas un gros drapeau rouge. C'est sûr que c'est pas nécessairement un gars qui a l'intensité à toutes ses présences sur la glace, mais je pense que ce défaut-là est amplifié dans les analyses qu'on fait. Je ne pense pas que c'est un si gros problème que ça. Et même si de temps en temps, c'en était un, il va tellement compenser par son attaque. C'est un gars qui est costaud, qui est fort, qui fonce au filet, qui a un lancer, qui décoche son lancer à la vitesse de l'éclair. Moi, je considère que c'est un futur ailier de premier trio qui pourrait facilement avoir son 70-75 points dans la Ligue nationale. Un Mike Hoffman, genre. Beaucoup meilleur que Mike Hoffman. Bon, ben on espère que tu vas contribuer à hausser la popularité des Sharks au Québec. Ils ont un beau chandail. Oui, quand même. Oui. vraiment. Oui. Puis l'aréna est vraiment le fun aussi. J'ai eu l'opportunité d'aller voir un match là-bas, Ah oui? à San Jose, pendant les séries. C'était le fameux match, le 7e match contre les Golden Knights de Vegas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Oui. il y avait eu une controverse incroyable dans un 5-3. Oui. Puis les Sharks avaient finalement emporté ce match-là. Wow. Puis c'était toute une ambiance dans l'aréna qui était complète à craquer. Là, j'étais ben dans oui, les c'est bleachers sûr. en haut, puis c'était vraiment une belle ambiance. J'étais surpris parce qu'en Californie, dans ce coin-là, il fait vraiment beau. On pourrait s'attendre à ce que... Oui, mais la fièvre des séries. Ouais. Ouais. Puis Mais tu sais, et on parle de construire un nouvel aréna maintenant. Parce Déjà. qu'on dit que le Shark Tank, là, ou ce qui s'appelait dans le temps le Shark Tank, est désuet. 1993, la construction. On n'est pas bien patient avec les arénas maintenant. Non. Ouais. Puis, je voulais te demander aussi, je ne sais pas si tu as eu l'opportunité de l'observer, mais un joueur qui s'appelle Daniel Gushin, Oui. qui a 37 points en 42 parties, mais qui fait 5 pieds 10. Est-ce que sa taille va nuire à son jeu dans la Ligue nationale? Oui. Gushin, ça, c'est le genre de joueur moi, que je qualifierais en termes de baseball de 4A. Qu'est-ce que c'est un joueur 4A? C'est un gars au baseball qui est trop fort pour le 3A, mais qui n'est pas assez fort pour le baseball majeur. Alors, dans la Ligue, dans le hockey, je le qualifierais probablement de joueur 4A, qui va probablement faire beaucoup de points dans la Ligue américaine. Mais quand tu le rappelles, c'est pas un gars qui, d'après moi, a la force physique pour jouer 82 matchs avec intensité et produire. Parce que, tu sais, souvent, c'est une combinaison des deux. Oui, il y a des gars qui sont moins forts physiquement, mais ils produisent. Lui, je ne pense pas qu'il soit assez bon pour compenser pour son physique. J'aime beaucoup la question de Pascal Turcotte. Écoute, on l'entend tellement souvent, puis on n'a jamais de la réponse des recruteurs ou quoi qu'on patine souvent. On entend souvent l'expression « à talent égal ». Simon, as-tu déjà évalué 2 joueurs qui avaient un talent égal? Non. Alors, moi, je patine pas. Ah, c'est tuant quand même, hein, une expression. Non, ça n'existe galvaudée. pas. Je crois que ce qu'on veut vraiment dire par talent égal, ce sont 2 joueurs qui ont des qualités semblables et une production semblable dans un contexte semblable. Et là, on hésite un peu entre les deux. Tout à l'heure, j'ai parlé des Sharks, les 2 joueurs de centre de 3e trio, Ballstead et Edstrom. Est-ce qu'on peut dire que c'est des talents égaux? Non. Je considère qu'il y en a un qui est un petit peu meilleur que les autres, mais il reste quand même qu'à un moment donné, quand il faut que tu fasses des choix avec les joueurs, tu es obligé de mettre des joueurs dans une case. Si tu évalues 10 joueurs ou 20 joueurs, mettons, tu ne peux pas avoir 20 cases différentes. Alors, à un moment donné, tu vas en mettre 2 dans la même case. Puis là, tu dis, ben là, un peu, c'est pile ou face, lui. Mais égal, non. Il faudrait dire ces 2 joueurs proches dans notre évaluation. Oui. Parce que des fois, ils vont arriver avec l'ailier de 5 pieds 8, puis le grand défenseur droitier de 6 et 4, puis ils vont dire c'était talent égal, mais on a eu à choisir. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon. Alexandre Beaulieu, lui, qui se tourne un russophile, aimerait savoir ton opinion concernant 2 joueurs russes. Je vais commencer avec le plus facile à prononcer. Danila Yurov et Marat Kuznetsdinov. Oui. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui. Bon.
Est-ce qu'ils ont des chances de jouer avec Kaprizov à court ou moyen terme? Bon. Kostadinov, qui vient de signer son contrat avec le Wild, qui a une clause qui lui permettrait de retourner en Russie l'an prochain s'il ne fait pas l'équipe. Ouais. Bon. Ceci étant dit, moi, je vois ce joueur-là probablement comme un troisième centre. Son plafond pourrait peut-être être ailier de gauche de deuxième trio, mais là, peut-être que j'en mets. C'est vraiment pas un joueur au gros gabarit. Il jouait avec Matemichkov cette année en Russie. C'est un gars qui bataille ferme pour la rondelle, qui est capable de fabriquer des jeux, mais encore là, je ne crois pas qu'il ait nécessairement le talent d'un top 6 dans un club prétendant à la Coupe. Bon. Yurov, lui, est meilleur que Kostadinov. C'est un gars qui a peut-être plus les qualités requises pour devenir la locomotive d'un trio. C'est un ailier droit, mais qui lance la gauche, de ce que j'ai vu là, dans les matchs que je regarde. Lui, peut-être, aurait une chance de deuxième trio, mais encore là, de dire, la mettre avec Kaprizov sur un premier trio, là encore, c'est un pas que je ne suis pas prêt à franchir, mais c'est le plus talentueux des deux. OK. Mais serais-tu prêt à dire que les deux ont un potentiel aussi chambranlant que la table qui nous accueille en ce moment? Ou Come on. ou Non. c'est plus solide? C'est plus solide. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer avec la bonne. Pour revisiter nos repêchages, la QV 2012 a été excellente pour ta réputation. La mauvaise nouvelle, c'est que ton repêchage catastrophique de 2011 est toujours disponible dans notre épisode 7. Oui. Alors là, on passe presque du pire au meilleur. Ouais. Alors, je vois ton beau sourire, Oui. rouge écarlate, Mhm. qui d'ailleurs fait une belle variation et belle nuance avec ton polo vert. Ouais. On se croirait presque à Noël alors que le printemps arrive. Simon, s'il te plaît, à tout seigneur, tout honneur, parle-nous ça. 2012, 2012, c'est l'année de Neil Yakupov. fail for nail. Ouais. Et Alex Galchenyuk, repêché troisième par le Canadien. C'est un repêchage en général qui n'a pas été très, très fort. Il a quand même sorti des bons joueurs de ce repêchage-là. Yakupov faisait l'unanimité. Mais les bons joueurs sont sortis plus tard. Ouais. Morgan Riley, 5e. Philippe Forsberg, 11e. Tom Wilson, 16e. Thomas Hertel, 17e. Andrei Vasilevski, 19e. Donc, on dirait que là, vraiment, il y a des années où les clubs de la Ligue nationale frappent vraiment dans le mille avec le top 10 Ouais. ou le top 5, mais cette fois-ci, ça a été un désastre. Yakupov, premier. Ryan Murray, deuxième. Alex Galchenyuk, troisième. Et Griffin Reinhardt, quatrième. Aïe. Et Aïe, ton aïe. top 5. Bon, moi, mon top 5 à l'époque, j'avais Forsberg premier, Vasilevski deuxième, Morgan Riley troisième. Vasilevski, deuxième. Oui, j'avais Alex Galchenyuk quatrième et j'avais Yakupov cinquième. Bon. Et là, tu as dû te faire lancer des tomates. Yakupov, cinquième. Là, tu Oui. cherchais l'attention. Là. Exactement, comme on me dit tout le temps. Écoute, c'est drôle parce qu'à l'époque, on avait fait une émission de radio. Je nommerai pas la station ni les intervenants, mais tu avais dit à cette émission-là, avant le repêchage, que ton choix numéro 1, c'était Forsberg. Et ton interlocuteur, qui est connu avantageusement dans le milieu, avait eu une drôle de réaction, une réaction de stupeur. Oui, bien, pour lui et pour bien d'autres, Yakupov, si on s'appelle, faisait l'unanimité. Ouais. Alors, et puis moi, j'avais renchéri, puis j'avais dit oui, mais Forsberg. Et là, on me disait non. Il t'avait remis à ta place. Là. Ben, si on veut, oui. Bon. Mais écoute, c'est de bonne guerre, les prédictions. Moi aussi, j'en ai remis du monde à leur place. Oui. Puis, Et tu t'es trompé comme en 2011. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 7, Exactement. Quand à ne pas manquer. Écoute, il y a un moment donné, rendu à un certain rang, j'avais dit que, je ne sais pas à quel rang, peut-être c'était le 7e ou le 8e ou le 10e, j'avais dit à un moment donné que tout choix qui n'est pas Matt Pumple est un mauvais choix à partir ça. de maintenant. Exactement. Alors, tu sais, Ouais. bon. Mais, par contre, et là, Ouais. Pag, il faut que j'y mette du mien. Parce qu'on a ici Simon Snake Boisvert, dont la devise est de ne jamais repêcher de gardien au premier tour. Ouais. Qui a Andrei Vasilevski, Ouais. deuxième sur Oui. sa liste. Bon. Quand je fais un classement, moi, je fais le classement nonobstant les facteurs russes, les facteurs position, les facteurs problèmes hors glace. Comprends-tu? Moi, je juge ce que je vois sur la glace. Bon. Alors,
dans le cas de Vasilevski, pour moi, c'était le deuxième meilleur sport du repêchage. Point. Est-ce que je l'aurais repêché nécessairement au deuxième rang? Je suis pas sûr. Mais tu n'es pourtant pas un spécialiste des gardiens. Qu'est-ce que Non, tu mais voyais? lui, il m'avait frappé. Je regardais les gardiens. Moi, j'ai commencé à suivre le hockey junior en 1974. Et ça faisait, quasiment 40 ans que j'y suivais. Et j'avais jamais vu un gardien de but de 17 ans aussi bon. Et je me rappelle avoir dit à l'époque, ça ne veut pas dire qu'il va devenir le meilleur gardien de tous les temps. Mais c'était le meilleur joueur du gardien de 17 ans que Il j'avais vu. jouait en KHL déjà? Oui. Et puis, il avait joué au championnat mondial junior. Il avait été fumant au tournoi junior A. Et moi, je me disais, wow, je regardais la combinaison du physique, des réflexes, du positionnement. Puis, c'était pour moi du jamais vu. Alors, évidemment, Vasilevski, il est excellent, mais il n'est pas devenu Patrick Roy, il n'est pas devenu Dominique Hasek. Mais écoute, il est dominant. Mais il est quand même très, très fort. Mais il y a un truc qui m'intrigue quand même, c'est que tu as dit qu'il est deuxième sur ta liste Oui. et tu l'aurais probablement pas repêché au deuxième rang. Non. C'est-à-dire, tu aurais changé ta liste. Bon, ça m'amène à une précision et ça me rappelle mes jours à la table de repêchage au hockey junior. Est-ce que la table était plus solide que celle-ci? Oui, Ok, beaucoup plus. parfait. Quoique, c'est encore drôle. Les petits sandwichs pas de croûte la faisaient un petit peu couler, là. Mais disons que quand tu repêches, oui, tu te fais une liste qui ne prend pas en considération... Ça prend rien en considération. Ça prend pas en considération le comportement du joueur, les besoins de l'équipe, la position. Tu fais ta liste. Mais là, à un moment donné, toi, tu dis, mettons, tu as un joueur, puis ça m'est arrivé dernièrement. Il y a 2-3 ans, moi, je place un gars comme Martin Kromiak, 8e. Ouais. Bon, c'était une erreur, mais le point, c'est pas là. Le point, c'est que, après ça, on me dit, pourquoi tu aurais choisi Forster pour le Canadien alors que tu l'avais plus bas sur ta liste? Ouais. Parce que Kromiak, dans ma tête, c'est un choix de deuxième ronde. Ouais. Il est parti 5e ronde, mais, tu sais, alors, Vasilevski, pour moi, c'est pas parce que je l'ai deuxième que nécessairement je me dis, je suis-tu mieux avec un Morgan Riley ou un Philippe Forsberg ou avec un gardien de but? Et c'est là que tu dois pondérer tout ça. Pourquoi tu aurais dû le mettre plus loin sur ta liste? Non, parce que justement, moi, j'ai vu à la table de repêchage, mettons, on arrivait en 3e ronde. Il y avait un gars qui était encore classé 20e sur notre liste. Mais le recruteur-chef, il choisissait le gars classé, mettons, 30e. Ah. Pourquoi? Parce qu'il se disait, le gars qu'on a classé 20, on va l'avoir plus loin. Et dans 90% des cas, tu l'as plus loin, ce joueur-là. Il n'y a personne qui te coupe l'herbe sous le pied parce qu'à un moment, tu as le feeling un peu de ce que les autres équipes pensent. Okay. Tu prends une chance, là, mais... Forsberg, c'est ton Jeff Skinner, c'est ton Cale Makar. Ouais. C'est un choix qui finalement a été choisi repêché au 11e rang, qui est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui, un attaquant de premier plan. Ouais. Je vais te poser une question, malgré ton attachement sentimental, puis Vasilevski, tu l'as quand même deuxième. Qui est le meilleur joueur de la QV 2012? Moi, j'ai une réponse, mais je vais voir si... je suis curieux de voir ce que tu vas me répondre malgré ton attachement. Le meilleur joueur de la QV 2012, selon moi, c'est Vasilevski. C'est ce que je pense aussi. Oui, c'est Vasilevski. Incroyable. C'était lui le meilleur joueur. Et Galchenyuk, tu l'avais 4e. C'est un gars qui a été blessé. C'est un gars qui nous a montré qu'il n'avait pas une grande intelligence du jeu. Qu'est-ce qui t'a fait... moi, probablement, à 17 ans, il n'a pratiquement pas joué. Il a joué 2 matchs, je pense qu'il a été blessé. Moi, Galchenyuk, je m'étais fié sur sa saison de 16 ans. Et il jouait d'ailleurs avec Yakupov, dans la même équipe junior en Ontario. Et ça, pour moi, c'est très important. Quand je regarde un joueur, je regarde la ligue où il joue et je regarde la date de naissance. Yakupov, c'était un late. Galchenyuk était un gars né quelques mois plus tard, donc avait une année d'expérience de moins. Ça, moi, j'aime beaucoup. Non, j'ai un préjugé défavorable envers les late. Et ça m'a... Défavorable? Oui, défavorable envers les late. La preuve, on va en revenir dans un mois, on va en parler du repêchage 2016. J'avais liné avant Matthews. Pourquoi j'avais liné avant Matthews? Date de naissance. Makar n'est pas un late? Oui, j'ai fait une exception. Mais ça me fatiguait. OK. Quinn Hughes, c'était un late. Ça me fatiguait. Mais quand j'hésite, là, on parle de talent égal. Parce que là, maintenant, de plus en plus, je crois que les équipes n'hésitent plus. Avant, on se disait janvier,
Oui. Ça, c'est le Ouais. meilleur mois Ouais. avec février. Mais là, on dirait que tu as plus de certitude avec Oui. les late. Ben, Il y a une c'est tendance qui se c'est que renverse, je là. regarde les late qui ont été repêchés haut dans les dernières années et ils sont devenus bons. Ouais. Taylor Hall il est devenu bon. Austin Matthews est devenu exceptionnel. Tu sais, Macar, Cale Makar est devenu Quinn exceptionnel. Hughes, c'est Quinn quoi, Hughes. oui. Alors, à un moment donné, tu dis, oui, c'est le fun de dire on va repêcher un gars comme McKinnon qui est né le 2 septembre, je crois, Ouais. ou 1er ou 2 septembre. Écoute, ça, c'est formidable parce que la possibilité de développement est beaucoup plus grande. Ouais. Quentin Musty, je pense, est né au mois d'août. Alors, pour moi, oui, ça a encore un attrait. Mais là, je fais attention à ne pas balayer du revers de la main les late. Et la raison pour laquelle j'avais Galchenyuk avant Yakupov, Ouais. c'était parce qu'il était plus jeune. Et pourquoi tu as mis Yakupov 5 au lieu de premier, comme tout le monde? Ben parce que Yakupov, moi, je le voyais comme un bon petit marqueur de 25-30 buts. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Ce qui n'est pas dans devenu, ses- là. Oui, mais dans ce que tu voyais sur la glace, qu'est-ce qui faisait que tu me disais que c'est pas le joueur qu'on pense? Ben, moi, quand je le voyais aller sur la glace, il était dynamique. Il était pas paresseux du tout. Ça, c'était quelque chose qui circulait, que Yakupov était paresseux. Je ne sais pas où on prenait ça. Sauf qu'il il gaspillait beaucoup d'énergie pour rien. J'avais toujours l'impression, quand il était sur la glace, que les autres joueurs couraient après lui avec un couteau. Tu sais, il virevoltait, il se sauvait. Ah oui, hein, OK. Oui, oui. Alors, à un moment donné, tu te dis, mon Dieu, que ce gars-là, il patine des milles et des milles et des milles pour rien. Fait que ça, c'est un outil quand même important au repêchage, Ouais. de savoir si tu as l'impression que le gars se fait courir après avec un couteau sur la glace, dans le fond. Ben, il n'y en a pas beaucoup de joueurs comme ça, mais des fois, chez les joueurs dynamiques, il y a une différence entre être dynamique à la Macklin Celebrini, Ouais. qui, lui, va partir de sa ligne bleue à l'autre ligne bleue en 3 enjambées. Hein? On l'a vu en personne. Et un gars, finalement, qui virevolte continuellement. Puis là, tu te dis, mon Dieu, pourquoi il a fait tout ce millage-là sur la glace? À Montréal, je pense qu'il y en a eu un à un moment donné, Yiri Sekatch, je pense qu'il y avait quelqu'un Oui. qui courait avec, pas avec un couteau, mais avec une machette. Alors, Ok, c'est ouais. ça. Puis, alors, dans ce repêchage-là aussi, moi, j'avais 2 choix lointains qui ont percé dans la Ligue nationale et que moi, j'avais classé très bien. J'avais Andreas Athanasiou, 4e choix, 110e, qui a quand même 125 buts. Ouais. Et Alex Kerfoot, 500 matchs de jouer, joueur régulier, Ouais. 150e au total. C'est 2 gars, moi, que je voyais comme des NHLers. Alors, pour moi, je considère que j'avais vraiment mis. Athanasiou, tu misé. le voyais plus. Tu pensais qu'il serait meilleur Athanasiou que ça, là, quand a une même? saison de 30 buts. Ouais. Je croyais que ça serait ça la norme. Ouais. Parce que c'est un gars qui patine comme le vent. C'est un gars qui a des mains exceptionnelles. Mais à un moment donné... Un peu mélangé dans sa tête, là, des fois. Ça oui, glace, les là. coachs ne l'aiment pas. Il Ouais. a changé d'équipe 10 fois. Là, il est à Chicago en ce moment, il est blessé. Bon, écoute, je trouve quand même que pour un choix de 4e ronde, que personne ne voyait là, Ah, 125 c'est sûr. buts, Ouais. tu sais, tu regardes, tu refais le repêchage aujourd'hui, puis je regarde dans les compteurs, je pense qu'il est 20e compteur, 20e pointeur du repêchage Ah ouais. 2012. Bon, c'est ça. Et puis, Kerfoot est, je pense, 17e. Alors, tu sais, ça prouve en même temps que les choix de fin de première ronde, il ne faut pas trop s'attendre à des miracles. Il y a un Pasternak de temps en temps. Mais en général, regardez les anciens repêchages. Allez sur HockeyDB, pesez sur point. Vous allez voir, là, puis vous allez dire, oh mon Dieu, ce gars-là est 23e meilleur pointeur de sa QV, alors que lorsqu'il a été repêché, on crachait dessus. Ouais. Et ça, c'était le premier repêchage de Marc Bergevin. Oui. Et quand un directeur général arrive, évidemment, un peu sur la pointe des pieds, ne veut pas contredire son recruteur. Moi, j'avais fait une longue entrevue avec Marc Bergevin il y a quelques années. C'est facile à dire après, mais je doute pas de sa bonne foi. Puis lui, il m'avait dit que son gars, c'était Morgan Riley. Et moi, je le crois à 100%. Ouais. Parce que Trevor Timmons étant Trevor Timmons, Galchenyuk, c'est un choix typique de Trevor Timmons qui s'est beaucoup trompé. Comme Kaden Goulet, Cole Caulfield et... Bon, OK. Joshua Roy. On repartira pas ça, Mathias, là. Non, mais il y a eu fait deux- pas que il y a- des il y a eu- erreurs, il y a eu 2 choix numéro 3, là. Ouais. Puis il y a eu Galchenyuk puis Kotkaniemi. Ouais. Puis la réalité, Mathias, c'est que quand il est parti, le Canadien est dernier. Alors, à un moment donné, il n'y a pas eu un attaquant de 70 points à date qui a été repêché par Trevor Timmons en 19 ans. Il va peut-être avoir Cole Caulfield. OK? Fait que là, arrête de le défendre, là. Le gars a Non, fait mais- un travail abominable. Entre 2008 et 2015, j'en conviens. Oui, bien Mais ça, c'est à 8 partir- repêchages, Mais Mathias. à partir de 2018, a raté Kotkaniemi. Romanov va donner Ben Dak. oui. En 2000... Laisse-moi finir.
Dès que je parle de Timmins, les boutons, la chemise te change de couleur. Elle n'est pas mauve, elle est verte. Tu es capable de reconnaître qu'à compter... Sergachev en 2016. Très bon choix. Bon. Caulfield, Goulet, Joshua Roy. Il y a à partir d'une certaine période, ça a été mieux. Oui, mais Mathias, tu me donnes ça au compte-goutte. Je te dis Dallas arrive avec des trocs de, Oui, mais de Dallas, choix. c'est Dallas. Saint-Louis arrive avec un Saint-Louis, paquet il y a, il repêche bien Paul Saint-Louis. Thomas, là. Pour les rangs qu'il repêche, il repêche bien Saint-Louis. Va voir la Bon, liste. mais là, regarde, Écoute, là. regarde en ce moment, si le Canadien est sur une montée, ben, Suzuki a été acquis par un... Non, mais là, non. Tu dis Pacioretty, tu as un compteur de 35 buts par année. Arrête avec tes 19 ans. Des là. affaires de 2007, là. Tu sais, à un moment donné, c'est... OK. Va voir le nombre de joueurs qu'il a repêché. Va voir le nombre de joueurs d'impact qu'il a repêché. Puis fais l'exercice pour toutes les équipes de 2003 à 2021. Puis là, arrête de me dire que Goulet, là, c'est le bon Dieu, là. Goulet, dans un club champion, c'est un défenseur numéro 4. La semaine OK? prochaine, Ah. épisode 9 spécial Trevor Timmins. Bon, c'est sûr, je vous le promets, là, qu'on va en reparler. Je ne sais pas dans quel épisode, mais on se garde un bloc. Regarde là, il est encore rouge comme une tomate. Ah, là. oui. Il y a quelque chose, Timmins. Moi, je pense qu'elle est remblayée de la neige dans ton entrée. Et puis Non, le il pire, faut c'est que que tu- je le tu connais parles- même pas T'as personnellement. l'air de John Tortorella en arrière du banc. Calme-toi. Oui, mais c'est Il t'a que... rien fait. Non, il m'a rien fait, puis je le connais pas, le gars, puis c'est peut-être un super bon gars pour aller prendre une bière. Mais moi, ce qui me fatigue, c'est les fans de Timmins comme toi. Non, arrête. Regarde, ton micro est tout mouillé. Il faudrait y mettre un parapluie. Tu postillonnes. Tu viens d'ensevelir le micro. Pag, mon cher réalisateur, on va arrêter là, parce que là, la table va pas juste branler, elle va prendre le bord. Simon Snake Boisvert, je t'aime comme ça. Et bon, ben, j'espère que vous avez apprécié votre écoute. Et la semaine prochaine, il y en aura une autre. You win. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.